Bienvenue pour cette nouvelle intervention, ce nouveau séminaire de l'EFIO, qui donc prend place au sein du master études asiatiques avec le HESS et le PHE, et qui conclut donc là une séquence dédiée au thème ville et patrimoine de mémoire. Séquence qui a vu différentes interventions, je crois qui ont présenté différents aspects de la ville, de l'architecture, du patrimoine, etc. Aujourd'hui, pour conclure cette séquence, eh bien, nous accueillons Damien Evans, qui est chercheur à l'École française d'Extrême-Orient et qui va nous permettre de changer un petit peu de focale aujourd'hui sur ce thème, prendre en tout cas une focale beaucoup plus large, l'urbanisme quasiment à l'échelle du territoire, et cela aux périodes anciennes. Bon, je ne vais pas dévoiler tellement les choses, mais il est clair que la cartographie des sites anciens, y compris des sites qualifiés d'urbains, a été depuis longtemps un des éléments clés pour saisir les modalités d'installation de l'homme dans son environnement et la manière dont il a interagi et façonné aussi ce territoire. C'est notamment, bien sûr, le cas dans des sites comme Angkor, mais ce n'est pas le seul cas, on le verra. Donc, c'est effectivement un point qui est intéressant à soulever et à traiter aujourd'hui, et où Damien va nous montrer aussi tout l'apport du développement de nouvelles technologies et de nouvelles approches pour saisir ce type de sujet. Juste un mot peut-être pour présenter Damien pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore. Damien Evans est un collègue archéologue qui a commencé ses travaux de thèse à la fin des années 90, début 2000, à l'Université de Sydney. Il a passé son PhD notamment sur la cartographie archéologique, et notamment la zone nord d'Angkor. A poursuivi ses travaux depuis. Il a dirigé le centre de recherche de l'Université de Sydney à Siem Reap pendant plusieurs années et a collaboré donc aux travaux aussi de l'EFEO, notamment pour le lancement et la conduite d'une première opération LIDAR, dont il parlera probablement, qui était un consortium international auquel l'EFIO participait en 2012. Et suite à ces travaux, Damien Evans a été un récipiendaire d'un projet ERC financé par la Communauté européenne sur justement une initiative de LIDAR au Cambodge, projet qui l'a amené de 2015 à 2020, qui vient de s'achever et qui l'a amené en fait à travailler à l'EFIO, et suite à laquelle il a réussi à obtenir un deuxième projet ERC qui commence cette année pour étendre ce travail à une plus large échelle au niveau régional. Mais je crois que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Sinon, pour préciser, sorry for our English colleagues, but Damien is actually giving his talk in French today. But of course, do not hesitate to ask any question in any language you wish, or anyway, any language then Damien would cope. Et voilà. Et donc, Damien, je te passe la parole. À toi. Merci. Merci Christophe. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous donner un résumé d'une trentaine d'années de télédétection et de cartographie autour des premiers centres urbains du Cambodge. Effectivement, vers un aperçu des différents thèmes et des enjeux impliqués. En fait, nos projets en Asie du Sud-Est sont un peu différents des autres, en le sens que nous ne nous intéressons pas directement aux très célèbres temples comme ceux d'Angkor.
Au lieu de ça, notre travail adopte une approche différente en examinant des questions un peu plus fondamentales sur la façon dont ces sociétés se sont développées. Des questions, par exemple, sur où et comment leurs habitants ont vécu et finalement ce qui s'est passé. Encore, par exemple, on avait une ville de peut-être 1 million d'habitants au XIIe, XIIIe siècle qui ne comptait que quelques villages lorsque les explorateurs français sont arrivés au XIXe siècle. Alors, ma contribution à ce travail est une extension du travail commencé par Christophe dans les années 90, utilisant une approche aérienne pour comprendre le paysage autour des temples. L'objectif ici, c'est de découvrir et de cartographier les traces des réseaux urbains et agricoles autour des temples qui sont assez bien connus. Au cours de la dernière décennie, je me suis concentré sur le balayage laser aéroporté ou le LIDAR, qui est cet équipement juste ici sur l'écran qu'on peut voir attaché à un hélicoptère. Cette technologie nous a donné une sorte de révolution pour les archéologues qui travaillent dans les zones forestières partout dans le monde, pas juste en Asie du Sud-Est. Alors, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, mais pour le moment, juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui se passe avec le LIDAR. Dans le passé, nous aurions regardé des endroits comme à Angkor Wat, ici, dans l'eau, et on a juste vu la forêt entourant le site du temple, assez bien connu. Vous pouvez voir clairement ici le monument religieux du XIIe siècle, entouré de ces douves et de la jungle, effectivement. Avec le LIDAR, nous pouvons éliminer virtuellement et numériquement toute cette couverture végétale. Et après, comme vous pouvez voir ici, on peut voir clairement la structure élaborée de la ville ancienne qui est inscrite à la surface du paysage, normalement plus ou moins cachée depuis plusieurs siècles. Donc, on va revenir à tout ça un peu plus tard, mais avant ça, je vais vous ennuyer un petit peu avec des infos générales. On parle aujourd'hui plus ou moins de l'ancienne société Khmer, dont la patrie est les plaines inondées de l'Asie du Sud-Est continental et qui a construit des royaumes et des empires dans cette région environ 500 et 1500 de notre ère. Il y a donc pas si longtemps, au moins pour les archéologues. Leur succès repose sur la culture du riz, élément essentiel de leur alimentation, comme on le voit encore aujourd'hui dans cette région, bien sûr. Et aussi sur leur capacité à transformer cette zone inondée en vaste zone agricole. Alors, normalement, quand on pense à cette région, on a l'idée que c'est une région très verte, très fertile, très riche et que la vie a dû être assez facile pour ces sociétés anciennes comme celle d'Angkor. Et il y a du vrai là-dedans, mais quand même, il est vraiment important de noter qu'un défi majeur pour les sociétés de cette région était la mousson. Ce phénomène naturel crée une situation où vous avez trop d'eau pendant la moitié de l'année et puis pas assez d'eau pendant l'autre moitié de l'année. Alors, l'une des voies du succès pour les sociétés anciennes de cette région était de développer des solutions sociales et technologiques à ce problème. Et la plupart d'entre nous connaissent, je suis certain, la plus réussie de ces sociétés, celle d'Angkor, centrée ces jours sur Angkor Wat, le grand temple d'Angkor Wat.
Et tout d'abord, ça vaut la peine de considérer l'histoire typique d'Angkor et de se demander comment nous savons ce que nous en savons. En fait, la grande majorité du travail qui a été fait Angkor a été fait sur les temples. Et ça, c'est tout aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 100 ans, lorsque l'EFO a commencé à y travailler. Alors, ces bâtiments captivent l'imagination des visiteurs et aussi vraiment des chercheurs. Les célèbres bas-reliefs d'Angkor sont une autre source importante de preuves. Cependant, ceux-ci nous parlent principalement des scènes de la mythologie et ne donnent que très rarement un aperçu de la vie quotidienne à Angkor. L'étude de la statuaire également était l'un des projets centraux de la camérologie au siècle dernier. Ici encore, cependant, on obtient des infos importantes sur l'histoire religieuse, mais on ne sait pas ce que ça nous dit vraiment sur ce qui se passe dans la société autour des temples. Notre plus grande source des infos, c'est le corpus des inscriptions khmères, qui compte aujourd'hui, je pense, près de milliers et demi des textes. Et ce corpus a été très utile pour esquisser le cadre de l'histoire régionale. En revanche, il y a des problèmes ici aussi. Ces textes sont peu nombreux, vu la portée temporelle et géographique de notre intérêt en Asie du Sud-Est. Ils sont souvent courts, très fragmentaires et souvent peu clairs. Ce sont aussi des textes qui sont écrits par des élites et ils nous donnent une vision assez spécifique de la société. Et franchement, ils sont complètement silencieux sur un grand nombre des questions qui nous intéressent, qui intéressent les historiens et les archéologues. Donc, à la fin, nous avons une compréhension très partielle et incomplète de ces anciennes sociétés à partir des sources typiques. De notre côté, par contre, on comprend pourquoi l'accent a toujours été mis sur les temples. Ils sont en quelque sorte un patrimoine très évident, très imposant et très fragile. Et peut être difficile d'imaginer que certains temples très célèbres aujourd'hui ressemblent à ça, il n'y a pas si longtemps. Alors, ainsi, en raison de cette dépendance aux sources traditionnelles, nous arrivons à une compréhension très étroite et spécifique d'Angkor. L'historien célèbre George Siddes, qui a lui-même traduit des centaines d'inscriptions khmères, a comparé cette situation à ne connaître que le squelette d'une société, sans âme, sans corps. Et en fait, pour les archéologues, le problème, c'est que la plus grande partie de la société, disons le corps, était en bois. C'était classiquement une civilisation végétale en Angkor et en fait partout en Asie du Sud-Est. Parce qu'en dehors des temples consacrés aux dieux, presque tout était fait de bambou, de petits morceaux de bois, matière qui se décomposait il y a des siècles. Même les palais des rois étaient construits avec des matériaux non durables. Et évidemment, ce matériau vient de disparaître. Et dans un sens, les villes ont donc été perdues. Et en fait, il ne nous a laissé que les squelettes de pierre qui sont les maisons des dieux. Alors, pour cette raison, les cartes de la région d'Angkor jusqu'à récemment étaient très simples et vraiment très schématiques. On peut voir sur cette carte des années 70 les grands réservoirs connus depuis les premiers explorateurs dans le 19e siècle.
On peut également voir les grands temples comme Angkor Wat, juste ici, et certaines structures linéaires sous forme de lignes simples, peut-être des routes, peut-être des canaux. Autour de tout ça, vous avez des points dispersés sur le paysage qui semblent être des temples vraiment isolés. Et ce n'est pas vraiment une compréhension très sophistiquée ni de la ville, ni du paysage. Mais en regardant d'en haut, nous pouvons voir des impressions dans le sol qui entourent les temples. Les zones humides et les zones sèches sont vraiment bien structurées dans cette image. Vous pouvez le voir clairement. Les zones boisées et les zones claires semblent également structurées d'une certaine manière ici dans cette image. Et la clé est donc de comprendre quel type d'aménagement ancien on produit cette structure dans le paysage. Et dans les années 90, avec surtout le travail de Christophe, les éléments de base de ce réseau sont devenus clairs. On a, par exemple, ici des tertres d'habitation sur lesquels étaient construits des quartiers en bois au-dessus les inondations annuelles. On a en même temps des petits réservoirs, les étangs, conçus pour retenir de l'eau pendant la saison sèche. Il apparaît également clairement quelles structures linéaires sont des routes, comme ici, et que les autres sont très clairement des canaux. Même s'ils ne fonctionnent pas aujourd'hui, c'est assez clair dans nous. On voit aussi une structure ici très distinctive. C'est une tertre entourée d'une fossée ou d'une douve avec un chaussée juste ici. Et ça, c'est typique d'un temple local, un temple assez modeste, peut-être fait en bois, construit en bois de temps en temps, au centre d'une communauté, au centre d'un quartier en bois, effectivement. Et du coup, ici, sur l'écran, dans ces images aériennes, nous pouvons voir tous les éléments de base de la ville végétale qui a disparu, bien inscrits à la surface de la Terre. Et voici notre cliché aérien. Vous pouvez voir clairement les petits tertres, les tertres de temples avec leurs douves, les réservoirs, les tertres d'habitation, d'occupation ici. En fait, il ne se compose de rien au niveau du sol. Il ressemble juste comme une variation naturelle. Il faut vraiment regarder d'en haut pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et pour cela, pour ces structures, il s'agit simplement de traduire cette vue aérienne en carte, comme ça. Et alors, à la suite de 15 ans de travail de cartographie entre 1992 et 2007, nous avons finalement terminé avec cette carte assez primitive d'Angkor. Et on est arrivé à une compréhension beaucoup plus complète du contexte urbain à Angkor. Et ici, comme vous pouvez voir, Angkor commence enfin à avoir un sens en tant que ville, en fait, ou disons une série de villes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons un vaste réseau de milliers et de milliers de réservoirs et de tertres avec plus de milliers de temples locaux et un vaste réseau de canaux et de routes ici sur la plaine d'Angkor. Et même si nous ne devons pas vraiment croire qu'un million de personnes vivaient ici, au moins nous commençons à comprendre où vivaient les habitants, d'où venait la main-d'œuvre pour les temples et comment la ville fonctionnait, grosso modo.
Les temples sont assez bien placés dans un contexte urbain, finalement. Et avec ces images comme ça, ces cartes, c'est un peu difficile de comprendre l'échelle, la vraie échelle de ce que nous voyons ici. Alors, voici une carte de la région parisienne à la même échelle cartographique et vous en avez une idée de ce qui a été réalisé encore. En fait, même si évidemment la densité d'habitation et la structuration de l'espace sont très différentes. Tout d'abord, on remarque que la ville d'Angkor, sa structure, c'est très différente des autres villes du monde ancien. Ce n'est pas très typique et ce n'est pas très familier. Normalement, on pense aux villes anciennes comme étant fortifiées, fermées, encadrées et bien définies. Et ça, c'est une vision assez spécifique qui vient d'une étude des villes du Proche-Orient, en particulier comme par exemple les premières formes urbaines de la Mésopotamie. Et on imagine aussi des espaces urbains très structurés, souvent très bien planifiés et ordonnés, s'inspirant ici encore de nombreuses traditions urbaines familières en Asie, comme les villes chinoises, par exemple. Et ces types de villes présentent un contraste clair avec ce qui est rural. Ici, nous avons donc une visualisation de ce à quoi ressemble une zone rurale dans le monde khmer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait un zoom arrière et qu'on regarde la structure d'Angkor à une certaine échelle, elle est à la fois urbaine et rurale au même temps. En fait, il a un cœur urbain clairement défini, fortifié au centre, bien sûr, entouré, mais c'est entouré d'un mélange de zones urbaines et de zones rurales. Et en effet, si on la regarde à côté des cartes des villes modernes et à la même échelle, on peut voir de nombreuses similitudes en termes de structuration globale de l'espace. Et encore, il possède un noyau urbain à haute densité entouré d'un réseau à faible densité avec une bordure assez mal définie. Alors, tout ça, c'est une bonne idée, bien sûr, mais le problème, c'est que notre carte de 2007 a certaines parties qui manquent, en fait. Tout d'abord, il n'y a pas de cœur urbain bien délimité ou bien planifié. En fait, comme vous pouvez voir, c'est un peu vide là-bas sur la carte, au milieu d'Angkor, sauf pour les grands temples comme Angkor Wat. Ici aussi, juste au nord d'Angkor, dans les montagnes, nous avons des grandes surfaces qui semblent être des espaces vides, complètement vides. Et donc, la limite nord d'Angkor semble vraiment assez claire, suivant une bande d'occupation à une certaine distance du lac. Et on se souvient que l'on découvre les aménagements anciens par les traces dans le sol, par la topographie, grâce à cette perspective aérienne. Et ces espaces vides, ces espaces sont vides car la perspective aérienne est plus ou moins inutile dans le passé à cause du couvert végétal partout dans ces zones. Ce fut le cas depuis une centaine d'années à Angkor, entre l'arrivée des avions dans les années 20 et l'arrivée du LIDAR en 2012. Et tout d'abord, un petit aperçu de la technologie du LIDAR
il y a une idée qui est fausse, en fait, que le lidar est littéralement capable de pénétrer ou de voir à travers la végétation ou même de voir sous le sol. En fait, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout le cas. Il profite plutôt des petits espaces dans la canopée de la forêt, même dans la jungle très, très dense, comme vous pouvez voir ici. Et ça marche comme des millions d'impulsions laser toutes les quelques secondes pleuvent dans la forêt et un très petit nombre trouve un chemin vers le sol de la forêt. Ces impulsions de laser se reflètent vers le capteur dans l'avion ou dans le hélicoptère qui enregistre le temps de vol de l'impulsion laser qui est la fonction de la distance parcourue. Et les impulsions qui se reflètent sur les points plus élevés reviennent à l'équipement plus rapidement et les points inférieurs prennent plus de temps pour son vol. Et ça, c'est le principe, effectivement, de lidar. Et alors, quand on vole en ligne, presque toutes les réflexions de lézard, les impulsions lézard, lidar proviennent de la végétation, comme vous pouvez voir juste ici. Mais très peu de réflexions proviennent du sol, juste un petit peu, peut-être 3% moins que 5% proviennent du sol et nous pouvons les filtrer numériquement de les autres retours. Et ce n'est pas seulement juste dans une ligne étroite comme ça, mais en fait, c'est dans une bande d'environ 1 kilomètre de largeur sous l'avion, sous la ligne de l'avion. Et en fait, ça, encore une fois, c'est principalement les arbres, mais nous pouvons le filtrer sur une bande de terrain. Et finalement, en volant systématiquement dans une grille, on arrive enfin à une couverture d'une très large zone du paysage. Et nous avons enfin des modèles en 3D du couvert végétal, comme vous pouvez voir juste ici. Et ça, nous pouvons enlever et créer des modèles 3D à partir des points qui sont revenus, qui sont retenus du sol. Et voilà, ça c'est le lidar en principe. Bref, nous avons effectué plusieurs missions de lidar au cours des 10 dernières années, couvrant la plupart des centres urbains et de l'Empire Khmer. Le volume de données produites est énorme, c'est comme 40 billions, un billard, je ne sais pas comment dire en français, et l'analyse se poursuivra pendant des années. En fait, c'est pas du tout fini à ce moment. Tout d'abord, regardons la région d'Angkor. Nous avons une série de zones urbaines s'étalant sur 1000 ans. Et on peut voir le cœur urbain d'Angkor juste ici. Qu'on a vu dans les dernières cartes, c'était relativement vide en fait, sauf que pour les grands temples au centre. Et cette zone-ci est due au couvert forestier de cette zone qui est une zone patrimoniale en fait protégée par les autorités. Et voici Angkor Wat juste en bas ici, voici ça c'est la temple juste là, et voici Angkor Thom, une immense zone fortifiée de 3 kilomètres en chaque côté, complètement couvert par la forêt. Et à Angkor Thom, nous avons déjà bénéficié d'un travail incroyable d'un de nos collègues, Jacques Gaucher, qui a passé de nombreuses années à cartographier cette zone sur le terrain, à la main,
en utilisant les techniques traditionnelles de l'éveil. Il a trouvé assez clairement l'existence d'un réseau urbain très bien planifié dans les murs d'Ancortom, contre lequel nous pourrions comparer les résultats de nos données de LIDAR. Et en fait, la concordance entre le LIDAR et la cartographie fait à la main était presque parfaite, en fait, réalisant en quelques heures ce qui prenait des années sur le terrain. Il était également très impressionnant de voir que le réseau urbain prévu ne se limitait pas du tout à l'enceinte d'Ancortom et s'étendait bien au-delà, ici à l'est et au sud, et disparaissent dans un mélange de zones urbaines et agricoles finalement partout. Et ici, très clairement, et avec beaucoup de détails, se trouvait le cœur de la ville d'Angkor. Et il s'agit maintenant de mettre à jour les cartes anciennes archéologiques de ces zones avec tous les détails supplémentaires qu'on a trouvés dans les dernières années avec le LIDAR. Et on voit ici le genre d'incroyable complexité au cœur du réseau urbain d'Angkor. Finalement, ici, ça c'est la ville, la vraie ville au centre d'Angkor. Et si on veut, on peut se concentrer sur Angkor Wat, par exemple. Et ici, nous pouvons voir très clairement une grille dans la topographie qui représente assez clairement les traces d'une ville qui entourait le temple d'Angkor Wat. C'est en même temps une guide très utile pour le travail sur le terrain. En fait, et il y a eu plusieurs saisons de fouilles archéologiques sur le terrain basées sur ces images. Et ça continue maintenant. Suite à ce travail, on peut donc imaginer la ville autour des temples ressemblant à quelque chose comme ça. Enfin, nous commençons à voir au-delà du squelette de la ville. C'est une vision des temples très différente de celle que nous avons aujourd'hui, en fait. Et ces images de temples entourés de forêts se révèlent être une vision très spécifique et assez moderne, très différente de ce qu'on a vu dans l'Antiquité encore. C'est aussi une vision qui s'accorde assez bien avec les rares témoignages de première main de l'époque qui décrivent un système de résidence basé sur des petits étangs et des petits réservoirs communaux qu'on peut voir clairement dans le LIDAR. Hormis Angkor Wat, la vision la plus emblématique d'Angkor, c'est celle de Ta Prohm, le temple de Ta Prohm, le temple qui est encadré et enveloppé des racines d'arbres. Et là, à Ta Prohm encore, le LIDAR révèle qu'il s'agit d'une vision résolument moderne, en fait. Au moment de sa construction, Ta Prohm était complètement intégré dans un espace urbain très structuré, qu'on peut voir clairement dans cette image de LIDAR. Ça, c'est le temple connu de Ta Prohm juste là. Et en effet, ce genre d'espace structuré apparaît autour de tous les temples du Mont Khmer. Elle évolue également de manière distincte dans le temps, ce qui nous permet de comprendre l'évolution de la morphologie urbaine au fil des siècles. Le temple de Beng Melia, pas loin d'Angkor, par exemple, un temple du XIe siècle a exactement le même réseau urbain que son temple contemporain à Angkor Wat. Et en effet, ce genre d'espace planifié apparaît autour de tous les temples du monde Khmer. Et
Oui, on peut le voir clairement dans les images de LiDAR. Alors, au nord encore, dans les montagnes de Phnom Kulen, on peut voir cette zone nord ici qui était également un espace vide sur les cartes, sur les cartes archéologiques, au moins jusqu'à récemment. Et c'est une zone presque entièrement recouverte de végétation, avec juste un peu de jungle, mais surtout une forêt dégradée dans la région. Et dans cette zone, nous avons identifié la structure d'une ville entière, effectivement cachée par la végétation. La ville avait été mentionnée dans les inscriptions anciennes. Et nous avons bien supposé qu'elle était là, mais en utilisant le LiDAR, nous pouvions la voir entièrement pour la première fois. Et c'est en fait une ville très ancienne, une ville de 8e ou de 9e siècle. Et nous pouvons voir ici les prototypes de choses qui deviendront plus tard communes dans les villes khmères à Angkor et dehors d'Angkor, comme un réseau de routes bien planifié, une immense réservoir et les autres choses comme ça, les autres éléments de base de l'urbanisme khmer sont clairement là pour la première fois. Alors, depuis que LiDAR a rempli les pièces manquantes, nous avons avancé à partir de cette carte de la région d'Angkor qu'on a publiée en 2007 vers une nouvelle carte d'Angkor, pas encore vraiment publiée en ce moment, intégrant 150 ans de cartographie archéologique, 150 ans de travail sur le terrain et de travail aérien qui sera plus ou moins définitif. Ça ne va pas changer dans le futur, je pense, sauf que un petit peu ici et là, peut-être. Alors, un résultat intéressant du travail avec le LiDAR doit révéler l'association très étroite entre les temples et les villes dans la période angkorienne. Ni l'un ni l'autre n'existent isolément. Ils vont toujours ensemble, les deux, les temples et les villes. Et un bel exemple de ça, c'est le site de Prakan, Kampong Svai, qui est un centre industriel de la période angkorienne pour l'extraction et la production d'ouvrages en fer. Et voici, on peut voir qu'il possède une énorme enceinte. Et en fait, c'est l'enceinte la plus grande de toute la monde khmer et, si je comprends bien, la plus grande d'Asie du Sud-Est, en fait, mesurant peut-être 5 km de chaque côté. Et il est maintenant complètement couvert de végétation. Il n'y a personne qui habite là, sauf qu'un petit village. Il y a environ 6 ans, maintenant, juste avant l'arrivée du LiDAR, nous avons publié un article avec un plan du site. Le résultat ici, sur l'écran, c'était de se demander pourquoi il y avait cette immense enceinte avec presque rien à l'intérieur. Et en fait, en ce moment, il y a 6 ans, notre conclusion était juste que c'était une ville inachevée, effectivement, pour les raisons qu'on ne comprend pas. Et en fait, nous aurions dû attendre d'avoir le LiDAR parce que tout à coup, ça nous montra très clairement que nous marchions sur une ville ancienne depuis 10 ans, effectivement, sans le savoir. Et ici, par exemple, on peut voir, avec un petit peu de zoom, on peut voir clairement ce réseau urbain au-dessus de la forêt, qui est complètement différent que la carte qu'on a publiée, comme vous pouvez voir ici sur l'écran. Alors,
dans la présentation, aujourd'hui, je me suis concentré sur les aspects de la télédétection, mais je dois mentionner que nous passons beaucoup de temps à vérifier les découvertes sur le terrain encore et aux autres sites. Toujours en partenariat avec des populations locales qui vivent au milieu de ces lieux aujourd'hui, même s'il y a des couverts végétales, il y a beaucoup de villages et tout ça parmi les zones archéologiques. Surtout, vraiment, les travaux sur le terrain n'est pas très intéressant, franchement, car on regarde juste des anomalies dans les images qui ne veulent rien dire sur le terrain. Et parfois, nous trouvons des matériaux en briques, par exemple, ce qui confirme les emplacements des temples dans ces endroits. Par contre, on trouve beaucoup de matériaux céramiques partout, dont certains peuvent être très utiles pour préciser la chronologie des sites encore, et surtout les marchandises importées de Chine, par exemple, qui sont assez bien datées. Parfois, de temps en temps, nous trouverons des éléments plus larges sur le terrain qui nous aident à identifier les temples au centre des communautés. C'est pas très impressionnant, ce petit pièce de pierre dans la forêt, mais ça nous dit clairement qu'il y avait une zone d'habitation là-bas dans cet endroit, une zone avec quelques centaines ou quelques milles d'habitants dans ce petit zone. Alors, mais c'est surtout une course parce que les pillards sont beaucoup plus experts que les archéologues utilisant le lidar, et ils ont pour la plupart déjà trouvé tous les sites qu'on trouve avec le lidar, et les pillards ont enlevé les objets de valeur dans ce site. Alors, en parlant des questions patrimoniales, c'est l'un des éléments le plus important pour nous. Et en fait, ces traces de tissu urbain nous offrent une sorte de fenêtre sur la vie des gens sur des milliers d'années. En Asie du Sud-Est. Ils sont très, très fragiles. Les gens vivent directement au-dessus d'eux, et ils sont en général une très faible priorité pour la conservation par rapport au temple, au moins. Et on voit ici, par exemple, un développement moderne avec des outils mécanisés directement à l'ombre d'un site très important au Laos qui s'appelle Wat Phu, où on commence à travailler actuellement avec le lidar du côté de cette montagne, juste ici à droite. Et la temple est en haut, juste ici, mais nous pouvons voir tout un réseau urbain plus bas. Et cette photo, la photo de la construction vient de juste ici. Et tout ça, c'est assez bien connu, même avant le lidar, mais le lidar nous donne l'opportunité d'ajouter des précisions sur le réseau urbain, surtout dans les endroits qui sont couverts par la forêt, ici en Laos. Et donc, dans ce cas, au Laos, nous sommes associés à une agence de développement et à d'autres partenaires pour mener une campagne de lidar le mois prochain, en fait, afin de créer un inventaire définitif de ce patrimoine, y compris dans les zones forestières en Laos. Et une grande partie de notre travail consiste alors de sensibiliser le public et à communiquer sur les valeurs des vestiges urbains anciens qui se trouvent aux surfaces du paysage.
Et en plus, on développe les applications et des infrastructures de diffusion de ces infos de LIDAR par les publications, par des expositions et grâce à des infrastructures techniques telles que des cartes web accessibles au grand public et aux gestionnaires du patrimoine. Et tout ça, c'est actuellement en course ici à l'EFEO. Alors donc, j'ai parlé plutôt de l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, mais je devrais noter qu'il y a un énorme potentiel pour le travail du LIDAR dans d'autres parties des tropiques humides partout dans le monde. Et des travaux sont déjà en cours dans le monde maya, par exemple, en Amérique centrale. Et l'espoir est de poursuivre des travaux comparatifs entre l'Asie et ces régions. L'Afrique, par contre, c'est une région effectivement inconnue par cette technologie. Et pour notre part, à l'EFEO, nous avons déjà participé à plusieurs missions de LIDAR au Cambodge et en Thaïlande, surtout les sites anciens de la société Khmer. Mais le plan pour le moment, c'est d'étendre ce travail à plusieurs d'autres pays et de sites à travers l'Asie dans les années à venir. Et c'est pour ce travail-là qu'on a une nouvelle subvention dont Christophe a déjà parlé au bout. Et en fait, on doit noter que la télédétection de LIDAR en particulier ne seront pas utiles dans tous les endroits, en particulier dans des exemples comme celui-ci. En Indonésie, par exemple, où on a un temple qui a été découvert entièrement creusé sous terre. C'est un temple qui est actuellement souterrain, en fait, qui a creusé. Et du coup, on ne peut pas imaginer vraiment que le LIDAR va révéler grand-chose dans les endroits comme ça. Mais dans les zones forestières où les vestiges archéologiques sont assez proches aux surfaces du sol, ça va aller, c'est sûr. Et du coup, dans les autres régions où nous avons des temples entourés de forêts, comme ici à Borobudur, en Indonésie, par exemple, certains sites qui ressemblent beaucoup encore jusqu'à récemment comme un monument religieux qui nous ne comprennent pas encore vraiment comme un endroit où les gens vivaient. Il nous reste donc beaucoup de travail à faire dans ces régions.